Vous êtes seul au milieu des arbres. Le ciel commence à s'assombrir derrière les cimes. 3 heures plus tôt, vous avez quitté le sentier balisé. Une photo à prendre, juste quelques mètres hors du chemin. Maintenant, chaque tronc ressemble au précédent. Votre téléphone est inutile, 0 barre de réseau. Il vous reste un demi-litre d'eau dans le sac. Votre veste est légère, trop légère pour la nuit qui approche. Et là, quelque chose se passe dans votre tête. Votre cœur accélère. Votre respiration se raccourcit. Une voix intérieure hurle, fait quelque chose, bouge, retrouve le chemin. Cette voix, c'est votre ennemi numéro 1. Pas la forêt, pas le froid, pas le manque d'eau. Cette voix, c'est elle qui va vous tuer. Chaque année en France, entre 6 000 et 8 000 personnes doivent être secourues dans les massifs montagneux. Ce chiffre est officiel. Ce qui était moins connu, c'est la raison pour laquelle certaines de ces situations se terminent en tragédie. Ce n'est presque jamais un manque de matériel. Ce n'est presque jamais un accident imprévisible. La plupart du temps, c'est une série de décisions qui semblaient parfaitement logiques sur le moment. Des choix de bon sens, des réflexes naturels, des instincts profondément humains. Et pourtant, ce sont ces mêmes décisions qui ont coûté la vie à des gens parfaitement normaux, en bonne santé, avec de l'expérience en randonnée. L'industrie du survivalisme vous a menti. Les émissions de télévision vous ont menti. On vous a vendu une image de la survie qui ressemble à un film d'action. Des feux allumés sous la pluie, des pièges posés en 10 minutes, de la nourriture trouvée partout dans la nature. C'est du divertissement. C'est fait pour vous garder devant votre écran, pas pour vous maintenir en vie. La vraie survie n'a rien de spectaculaire. Elle est calme, méthodique, presque ennuyeuse. Et c'est exactement pour ça qu'elle fonctionne. Dans cet article, on va parler de 5 décisions précises, 5 erreurs que quasiment tout le monde commet en situation de détresse en pleine nature. Et je vais vous ajouter des points supplémentaires que personne ne mentionne jamais, parce que la survie, c'est un système complet, pas une liste de trucs isolés. La dernière erreur va probablement contredire quelque chose que vous avez appris enfant. Préparez-vous. Décision numéro 1, le piège du mouvement. Votre instinct, quand vous réalisez que vous êtes perdu, c'est de marcher, de chercher, de retrouver ce sentier qui devrait être juste là, derrière cette colline, derrière ces arbres. L'adrénaline vous pousse en avant. Rester immobile semble absurde, passif, dangereux. Votre cerveau vous crie que vous perdez du temps, qu'il faut agir maintenant. C'est le piège parfait. Et c'est le premier qui tue. Les équipes de secours en montagne ont une expression qu'elles utilisent entre elles. Une cible en mouvement est une cible impossible à atteindre. Quand vous restez à un endroit fixe, les secouristes peuvent organiser une recherche méthodique. Ils quadrillent la zone. Ils couvrent le terrain de manière systématique. Ils savent que vous êtes quelque part dans un périmètre défini. Dès que vous commencez à marcher, ce périmètre explose. La zone de recherche double, triple, devient ingérable. Et vous sortez des secteurs déjà inspectés. Vous invisibilisez vous-même. Il y a aussi un phénomène physique que la plupart des gens ignorent complètement. Sans boussole, sans repère visuel clair, les humains marchent en cercle. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biomécanique pure. Votre jambe dominante produit une foulée légèrement différente de l'autre. Cette asymétrie infime vous fait dériver, toujours dans le même sens. Des études ont montré que des personnes placées dans un environnement sans repère visuel reviennent systématiquement à leur point de départ après quelques kilomètres. Vous dépensez de l'énergie, vous transpirez, vous vous épuisez et vous finissez exactement là où vous avez commencé. Sauf que maintenant, vous êtes fatigué, démoralisé et vous avez moins d'eau qu'avant. Le CNOSEM, le Centre national d'études et de recherche en montagne, a confirmé que les accidents mortels surviennent 2 fois plus souvent hors des sentiers balisés. 2 fois. Ce n'est pas anodin. Dès que vous quittez un chemin balisé pour chercher votre route, votre risque de mourir double. La bonne décision est contre-intuitive. Elle demande un effort mental énorme. Vous devez vous asseoir, vous devez respirer. Vous devez résister à cette voix qui hurle de courir. Trouvez un endroit dégagé, si possible visible depuis le ciel. Asseyez-vous. Restez là. Faites du bruit si vous entendez quelqu'un. Construisez quelque chose de visible depuis les airs. Mais ne bougez pas sans raison valable. Point supplémentaire. Gérez votre panique avant qu'elle vous gère. La panique n'est pas simplement un état émotionnel.
C'est une réaction physiologique qui altère votre capacité de raisonnement de manière mesurable. Quand l'adrénaline inonde votre cortex préfrontal, la partie du cerveau qui planifie et raisonne se met en veille. Vous devenez littéralement moins intelligent. Vos décisions sont prises par la partie primitive de votre cerveau, celle qui ne connaît que fuir ou combattre. Il existe une technique simple issue des protocoles militaires. Respirez 4 secondes, bloquez 4 secondes, expirez 4 secondes, bloquez encore 4 secondes. Recommencez 6 fois. Cette technique active votre système nerveux parasympathique. Elle réduit le cortisol. Elle redonne la main à votre cortex préfrontal. En moins de 3 minutes, vous reprenez le contrôle de vos facultés. Ce n'est pas de la méditation New Age, c'est de la physiologie appliquée. Décision numéro 2. La déshydratation volontaire. Voici un scénario qui se répète régulièrement dans les statistiques de secours en montagne. Un randonneur perdu avec une gourde à moitié pleine décide de rationner. Il se dit qu'il ne sait pas quand il sera secouru. Il se dit qu'il faut être prudent, économique, discipliné. Alors il prend de petites gorgées espacées. Il garde le reste pour plus tard. Les secouristes retrouvent son corps avec encore de l'eau dans la gourde. Ce scénario n'est pas rare. Il est documenté. Et il illustre parfaitement comment notre logique de bon sens peut se retourner contre nous de façon mortelle. Voici la biologie de la chose. Votre cerveau représente environ 2% de votre masse corporelle. Il consomme 20% de votre eau totale. C'est un organe extraordinairement gourmand. Dès que vous commencez à vous déshydrater, même légèrement, les premiers effets touchent votre cerveau. Confusion légère, difficulté de concentration, jugement altéré. Ces symptômes arrivent bien avant que vous vous sentiez vraiment mal. Et c'est là que le danger s'installe silencieusement. Vous prenez de mauvaises décisions sans savoir que votre cerveau fonctionne au ralenti. Vous pensez raisonner clairement, mais votre capacité de jugement est déjà compromise. Vous suivez la rivière parce que ça vous semble logique. Vous continuez à marcher parce que vous croyez progresser. Toutes ces erreurs sont amplifiées par une déshydratation que vous ne ressentez pas encore pleinement. La déshydratation a aussi des effets cardiovasculaires sérieux. Votre sang s'épaissit. Votre cœur doit forcer davantage pour le faire circuler. La fréquence cardiaque augmente, la tension monte. En situation de stress physique, ce mécanisme peut conduire à une défaillance cardiaque. L'armée américaine a tiré cette conclusion après des centaines de cas de coups de chaleur chez ses soldats. Rationner l'eau tue plus vite que boire normalement. La règle est simple et brutale. Si vous avez soif, buvez. Un survivant lucide et bien hydraté peut trouver de l'eau, prendre de bonnes décisions, construire un abri. Un survivant confus et déshydraté marche vers une falaise en croyant suivre le bon chemin. L'eau ne vous protège que si elle est dans vos cellules, pas dans votre gourde. Point supplémentaire. Comment trouver de l'eau sans équipement? Si vous avez consommé votre eau, ne paniquez pas immédiatement. En France, les ressources en eau naturelle sont relativement abondantes. La rosée du matin peut être collectée avec un chiffon ou même avec vos vêtements. Essuyez les feuilles et les herbes à l'aube, essorées dans votre gourde. Cherchez les zones où la végétation est plus dense et plus verte. Elle signale souvent une nappe souterraine proche. Les zones en creux accumulent l'humidité. Retournez des pierres dans des zones humides. L'eau s'accumule en dessous. L'eau de pluie collectée directement est potable sans filtration. Dépliez votre veste, créez un entonnoir avec n'importe quel matériau imperméable. Même une petite averse peut vous fournir plusieurs centaines de millilitres. Si vous lisez ceci et que vous trouvez ces informations utiles, prenez 5 secondes. Likez cet article, laissez un commentaire avec votre expérience en randonnée et abonnez-vous pour recevoir des contenus comme celui-ci régulièrement. Ça prend 10 secondes et ça aide énormément. Décision numéro 3. L'effet Hollywood. Les émissions de survie ont fait énormes dégâts dans les têtes. Bear Grylls mange des scorpions, construit des radeaux, chasse dans la jungle. Des millions de personnes ont regardé ça en se disant que voilà ce qu'il faut faire quand on est perdu dans la nature. Trouver de la nourriture, poser des pièges, identifier des plantes comestibles, avoir l'air occupé et compétent. En réalité, chercher de la nourriture dans les premières heures d'une situation de survie est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre. Il existe une règle fondamentale dans la doctrine de survie, la règle des 3. 3 minutes sans air, vous mourrez.
3 heures sans abri dans des conditions extrêmes, vous mourrez. 3 jours sans eau, vous mourrez. 3 semaines sans nourriture, vous mourrez. Regardez ces chiffres. La nourriture est en dernière position et de très loin. Votre corps a des réserves glycogéniques, des réserves lipidiques, des mécanismes d'adaptation métabolique. Il peut fonctionner efficacement pendant plusieurs jours sans apport alimentaire. Votre faim est une sensation inconfortable, pas un danger immédiat. L'abri, en revanche, est urgent. Particulièrement en France, en montagne. Les températures nocturnes en altitude peuvent chuter de 15 à 20 degrés après le coucher du soleil. En été dans les Alpes, vous pouvez passer de 25 degrés l'après-midi à 5 degrés la nuit. Cette chute thermique peut survenir en 2 ou 3 heures. Si vous avez passé vos heures de lumière à chercher des champignons ou à poser des collets, vous vous retrouvez face à l'hypothermie dans le noir, sans abri, épuisé. L'hypothermie commence quand votre température corporelle descend sous 35 degrés Celsius. Les premiers symptômes sont les frissons intenses. C'est votre corps qui essaie de produire de la chaleur par contraction musculaire. Ce mécanisme multiplie votre production de chaleur par 5, ce qui est remarquable, mais il consomme vos réserves d'énergie à une vitesse alarmante. Quand vous n'avez plus de réserves, les frissons s'arrêtent. Et quand les frissons s'arrêtent, votre température chute librement. Confusion, engourdissement, perte de conscience, mort. Ne touchez pas à la nourriture tant que votre sécurité thermique n'est pas garantie. Ce n'est pas négociable. Point supplémentaire, l'importance de la signalisation visuelle. Pendant vos heures de lumière, une partie de votre énergie devrait aller à vous rendre visible, pas à chercher à manger. Disposez des pierres en grand X dans une clairière. C'est le signal universel de détresse aérien. Utilisez tout ce qui réfléchit la lumière, miroir de camping, téléphone, emballage métallique. Si vous avez un sifflet, 3 coups répétés sont le signal de détresse standard en montagne. Si vous avez des vêtements de couleur vive, étendez-les sur une surface dégagée. Les hélicoptères de secours cherchent des anomalies dans le paysage. Aidez-les à vous trouver. Point supplémentaire, gérez votre énergie comme une ressource rare. En situation de survie, vos calories sont votre monnaie. Chaque mouvement inutile vous rapproche de l'épuisement. Évitez de courir. Évitez les gestes brusques. Asseyez-vous quand vous pouvez. Dormez si vous êtes en sécurité. L'économie d'énergie n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. Un survivant qui se repose intelligemment prend de meilleures décisions et résiste plus longtemps qu'un survivant agité qui s'épuise en actions inutiles. Décision numéro 4. Le mythe de la rivière. C'est l'un des conseils les plus anciens et les plus répandus en matière de survie en plein air. Votre grand-père vous l'a peut-être dit. Les scouts le transmettent depuis des générations. Si tu es perdu, suis la rivière en aval. L'eau coule vers les vallées mènent aux villages, les villages ont des gens qui peuvent t'aider. Sur une carte, c'est logique. Sur le terrain français, c'est souvent un billet aller simple vers une situation catastrophique. Les rivières de montagne en France ne ressemblent pas aux rivières calmes des livres de géographie. Elles creusent des gorges verticales, elles plongent en cascade, elles traversent des zones où la végétation riveraine forme des murs impénétrables. Pensez aux gorges du Verdon. 300 mètres de parois à pic avec un torrent au fond. Des randonneurs expérimentés et bien équipés ont des difficultés à progresser dans ces gorges. Imaginez un randonneur perdu, épuisé, sans équipement spécialisé. Pensez aux torrents des Pyrénées qui descendent en cascade sur des centaines de mètres de dénivelé. Aux vallées encaissées du Jura, où les ronces riveraines forment des barrières de 2 mètres d'épaisseur. Suivre ces cours d'eau ne vous mène pas vers la sécurité. Cela vous mène vers des rochers mouillés et glissants, des passages dangereux, des zones impossibles à franchir sans matériel d'escalade. Le SNSM identifie les chutes sur terrain mouillé comme la première cause de blessures mortelles lors des opérations de secours en montagne. Escalader des rochers couverts d'eau courante avec des chaussures de randonnée ordinaires, dans un état de fatigue et de stress, c'est une combinaison d'une dangerosité extrême. Il y a un deuxième problème, le bruit. L'eau qui coule produit un son continu et puissant. Ce bruit couvre les sons extérieurs de façon très efficace. Vous n'entendrez pas un hélicoptère de secours à 200 mètres. Vous n'entendrez pas les équipes qui appellent à votre nom. Et symétriquement, ils ne vous entendront pas non plus. Les hélicoptères de la gendarmerie de haute montagne, les Chouka et Dragons, utilisés pour les opérations de secours, ne peuvent pas opérer dans des gorges étroites. Ils ne peuvent ni vous repérer entre les parois,
ni se poser pour vous atteindre. Si vous êtes au fond d'un canyon à suivre une rivière, vous êtes invisible et inaccessible pour les secours héliportés. Et puis il y a la thermique de l'eau. L'eau élimine la chaleur corporelle 25 fois plus vite que l'air à la même température. Près d'une rivière de montagne, il est presque impossible de rester sec. L'humidité ambiante, les embruns, les passages inévitables à gué, tout conspire pour mouiller vos vêtements. Des vêtements mouillés multiplient votre perte de chaleur corporelle par 5. L'hypothermie arrive beaucoup plus vite dans ces conditions. La bonne décision est de monter. Cherchez une crête, un plateau, une clairière dégagée en altitude. Les espaces ouverts en hauteur sont visibles depuis les airs et accessibles pour les hélicoptères de secours. Vous restez au sec, vous restez visible et vous augmentez massivement vos chances d'être retrouvé rapidement. Point supplémentaire. Comprendre comment les secours vous cherchent. Savoir comment fonctionnent les opérations de secours change votre comportement en situation de détresse. Les équipes commencent toujours par les zones les plus probables, les sentiers balisés, les points de départ connus, les zones dégagées visibles depuis les airs. Ensuite, elles élargissent méthodiquement. Plus vous restez proche de votre point de départ connu et dans une zone visible, plus vite vous serez retrouvé. Les zones boisées denses, les gorges, les fonds de vallée encaissés sont fouillés en dernier, car ils sont difficiles d'accès et moins visibles. Mettez-vous là où les secours cherchent en premier. On a fait la moitié du chemin ensemble. Si ces informations vous ont déjà appris quelque chose de nouveau, c'est le bon moment pour liker, commenter et vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été perdu en randonnée. Je lis vraiment chaque message. Décision numéro 5. La fixation sur le feu. La nuit tombe, il pleut légèrement. Vous avez froid. Votre premier réflexe est de chercher du bois, d'allumer un feu, de créer cette flamme réconfortante que votre cerveau associe à la sécurité et à la chaleur. C'est profondément humain. Le feu est l'un des premiers outils que nos ancêtres ont maîtrisé. L'association entre feu et sécurité est gravée dans notre biologie. Et dans une situation de survie en conditions humides, cette fixation peut vous tuer. Voici ce qui se passe réellement. Vous cherchez du bois. En France, après une journée de pluie dans les Vosges ou les Cévennes, tout est gorgé d'eau. L'écorce est trempée, les branches au sol sont spongieuses. Même les aiguilles de pin sous les résineux, qui restent relativement protégées, sont trop humides pour s'enflammer facilement. Vous trouvez quelques morceaux à peu près utilisables. Vous tentez d'allumer votre briquet. La flamme prend, vacille, s'éteint. Vous recommencez. Vous dépensez de l'énergie, de la concentration, de la chaleur corporelle. Votre briquet finit par rendre l'âme. Vous êtes maintenant plus fatigué qu'avant, plus froid, dans le noir complet et sans solution thermique. Des équipes de secours ont retrouvé des survivants morts à côté de tas de cendres froides. Ils avaient dépensé toute leur énergie à tenter d'allumer un feu qui n'a jamais vraiment pris. La physique de la chaleur corporelle est plus simple qu'on ne le croit. Votre corps produit en permanence environ 100 watts de chaleur métabolique, l'équivalent d'une ampoule allumée en continu. Ce n'est pas rien. Le problème n'est pas la production de chaleur. Le problème est la perte de chaleur. Votre corps perd sa chaleur par 4 mécanismes distincts. Le rayonnement représente environ 65% des pertes totales. C'est la chaleur qui quitte votre peau sous forme d'infrarouge vers l'air froid. La convection, 10 à 15%, c'est le vent qui arrache la chaleur de votre surface cutanée. La conduction, c'est le transfert direct quand vous êtes en contact avec le sol froid. Et l'évaporation, c'est la chaleur consommée quand l'humidité de votre peau ou de vos vêtements se transforme en vapeur. Un abri de débris naturels agit sur tous ces mécanismes simultanément. Il bloque le vent, supprimant la convection. Il vous isole du sol avec une couche épaisse de matière organique, éliminant la conduction. Il piège une couche d'air immobile autour de votre corps, capturant le rayonnement. L'air immobile est l'un des meilleurs isolants thermiques qui existent dans la nature. Sa conductivité thermique est de 0,026 watts par mètre Kelvin. C'est pour ça que le duvet fonctionne aussi bien. Les plumes ne chauffent pas. Elles piègent des millions de petites poches d'air immobiles autour de vous. Des feuilles mortes empilées font exactement la même chose. Un feu chauffe un côté de votre corps pendant que l'autre perd de la chaleur. Un abri vous isole sur 360 degrés en permanence, même pendant votre sommeil. Des instructeurs de survie expérimentés ont dormi dans des abris de débris d'1 mètre d'épaisseur par des températures de moins 15 degrés Celsius. Sans feu, sans sac de couchage, juste leur chaleur métabolique piégée par des feuilles et des branchages.
Tom Brown Jr., considéré comme l'un des instructeurs de survie les plus rigoureux au monde, a enseigné cette technique à des milliers de personnes. Ses élèves dormaient dans des abris de débris pendant une semaine entière sans sac de couchage et retrouvaient l'expérience parfaitement confortable une fois la méthode maîtrisée. Comment construire un abri de débris en pratique? Choisissez un terrain plat avec un bon drainage naturel. Évitez les creux qui accumulent par l'eau froide. Cherchez un emplacement naturellement abrité du vent dominant. Trouvez une perche solide d'environ 2,50 m de long. Appuyez-la contre un tronc stable ou un rocher solide à angle incliné. Ajoutez des branches latérales des deux côtés pour créer un cadre en triangle allongé, comme une tente primitive. Commencez à empiler des débris organiques sur ce cadre. Feuilles mortes, herbes sèches, fougères, aiguilles de pin, tout ce que vous trouvez. L'épaisseur est le critère crucial. Par des températures proches de zéro, il vous faut au moins 1 mètre d'épaisseur sur les côtés. Pour des températures négatives, visez 1,50 m. Ce n'est pas une approximation. C'est la physique de l'isolation thermique. N'oubliez jamais le sol. Empilez au minimum 30 cm de débris sous votre corps avant de vous allonger. Le sol froid est un aspirateur de chaleur corporelle. La conduction par contact direct avec la terre peut vous vider de votre énergie thermique plus vite que le vent. Cette couche au sol est aussi importante que la couverture au-dessus de vous. L'ouverture doit être la plus petite possible, juste assez pour vous permettre de ramper à l'intérieur. Une fois dedans, fermez l'entrée avec des débris. Chaque centimètre d'ouverture est une fuite thermique. Votre abri doit être un cocon, pas une tente. Plus il est compact, plus il retient votre chaleur efficacement. Comptez entre 1 heure et 2 heures de collecte intensive pour construire un abri correct. C'est un investissement en temps qui vous sauve la nuit. Construisez l'abri d'abord, toujours. Si les conditions permettent ensuite d'allumer un feu, c'est formidable. Le feu est un luxe qui améliore votre confort et votre morale. L'abri est une nécessité qui vous maintient en vie. Ne sacrifiez jamais le nécessaire pour tenter le luxueux. Point supplémentaire, les ressources naturelles disponibles selon les régions françaises. La France offre une diversité de matériaux d'isolation naturelle remarquable selon les massifs. Dans les Vosges, les feuilles d'hêtre sont larges, sèches en automne et se tassent efficacement. Dans le Massif central, les feuilles de chêne sont plus épaisses, plus résistantes, très efficaces. Dans les Landes et en Provence, les aiguilles de pin sèches sont disponibles en quantité presque illimitée. Dans les Pyrénées, les fougères séchées sont abondantes en bordure de forêt. Chaque région a ses ressources spécifiques. Apprenez à reconnaître celles de votre zone de randonnée habituelle avant d'en avoir besoin. Pourquoi faisons-nous systématiquement ces erreurs? On peut se demander pourquoi des personnes normales, intelligentes, avec du bon sens, font ces mêmes erreurs dans des situations de survie. Pourquoi marchons-nous quand nous devrions rester immobiles? Pourquoi conservons-nous notre eau jusqu'à en mourir? Pourquoi cherchons-nous à manger avant de construire un abri? Pourquoi suivons-nous la rivière vers le danger? Pourquoi passons-nous des heures sur un feu qui ne prendra jamais? La réponse tient en un seul mot: contrôle. Quand nous réalisons que nous sommes perdus, nous perdons le sentiment de contrôle sur notre situation, et cette perte de contrôle est psychologiquement insupportable pour l'être humain. Nous sommes des créatures d'agence. Nous avons besoin de sentir que nos actions ont un impact sur notre environnement. Alors nous faisons des choses, n'importe quelle chose, pour retrouver ce sentiment d'agir sur la situation. Marcher donne l'impression de progresser. Rationner l'eau donne l'impression de planifier intelligemment. Allumer un feu donne l'impression de maîtriser la situation. Chercher de la nourriture donne l'impression d'être proactif. Suivre la rivière donne l'impression d'avoir une stratégie claire. Mais la nature n'a aucun intérêt pour vos impressions. Elle répond à la thermodynamique et à la conservation de l'énergie. Elle ne vous récompense pas pour avoir l'air occupé. Elle vous récompense uniquement pour avoir pris les bonnes décisions. La vraie survie est profondément ennuyeuse. Elle consiste à s'asseoir, à respirer, à boire son eau, à empiler des feuilles pour construire un cocon, à attendre calmement. Ce n'est pas un film d'action. C'est un exercice de contrôle émotionnel dans un contexte qui pousse à tout, sauf au calme. Et voilà pourquoi tout se connecte comme un système cohérent. Si vous restez immobile, vous conservez des calories et vous restez dans la zone de recherche. Si vous buvez votre eau normalement, votre cerveau reste fonctionnel pour prendre les bonnes décisions. Si vous ignorez la faim et construisez un abri, vous survivez à la nuit.
Si vous montez vers une crête au lieu de suivre la rivière, vous êtes visible pour les secours et vous restez au sec. Si vous construisez l'abri avant de tenter le feu, vous avez une solution thermique qui fonctionne même dans les pires conditions météo. Ces 5 décisions forment un système. Chaque bonne décision renforce les autres. Chaque mauvaise décision déclenche une cascade d'erreurs. Le randonneur qui marche se fatigue, transpire, perd de l'eau, prend de mauvaises décisions, descend dans un ravin et finit grelottant dans le noir sans abri ni eau. Le randonneur qui s'arrête, boit son eau, construit un abri et se rend visible en altitude, attend calmement les secours dans les meilleures conditions possibles. La différence entre les deux, ce n'est pas l'équipement, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas la chance, c'est la décision, les nuances que personne ne mentionne. Ce protocole n'est pas une règle absolue gravée dans la pierre. Il fonctionne dans la grande majorité des situations de survie en France. Mais il y a des contextes qui modifient les priorités. Si un orage électrique approche et que vous êtes exposé sur une crête dégagée, descendez immédiatement. La foudre tue plus rapidement que l'hypothermie. Ne restez jamais sur un point culminant pendant un orage en montagne. Cherchez un abri naturel dans les arbres de taille moyenne, loin des arbres isolés et des parois rocheuses. Si le terrain est instable autour de vous, glissement de terrain en zone humide, crue soudaine dans un ravin, montez vers une zone stable immédiatement. Votre sécurité physique immédiate prime sur toute autre considération. Dans les Pyrénées en hiver, les conditions sont particulièrement traîtresses. Le froid humide de montagne est plus pénétrant que le froid sec continental. L'hypothermie peut survenir en 2 heures dans des conditions de vent et d'humidité combinées. La construction d'un abri devient la priorité absolue et immédiate, encore plus qu'en été. Dans le sud de la France en plein été, avec des températures dépassant 40 degrés, la déshydratation prend le dessus sur l'hypothermie comme danger principal. Votre eau devient votre priorité numéro 1. Cherchez l'ombre. Réduisez votre activité physique aux heures les plus chaudes. Déplacez-vous tôt le matin ou en fin d'après-midi si nécessaire. Le contexte modifie toujours les priorités. La règle des 3 n'est pas une loi universelle intangible. C'est un ordre de grandeur pour orienter vos décisions dans la grande majorité des situations. Apprenez les principes, pas seulement les règles. Quelqu'un qui comprend pourquoi une règle existe peut l'adapter quand la situation l'exige. Quelqu'un qui applique des règles mémorisées sans comprendre leur logique est perdu dès que la situation sort du cadre prévu. Point supplémentaire, l'importance de prévenir avant de partir. La meilleure stratégie de survie est celle que vous mettez en place avant même de quitter le parking. Indiquer votre itinéraire à quelqu'un de confiance semble banal. C'est pourtant l'acte le plus puissant que vous puissiez faire. Donnez un itinéraire précis. Donnez 1 heure de retour prévue. Donnez un numéro d'urgence à appeler si vous ne donnez pas de nouvelles à cette heure. La personne que vous prévenez définit la zone de recherche initiale des secours. Plus cette zone est précise, plus vite vous serez retrouvé. Le PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, commence toujours ses recherches à partir du dernier point connu. Donnez-leur ce point. Point supplémentaire. Les erreurs de préparation avant la randonnée. Beaucoup de situations de survie commencent bien avant d'entrer dans la forêt. Partir sans vérifier la météo pour les prochaines 24 heures. Partir avec un téléphone chargé à 30%. Porter des chaussures non adaptées au terrain. Partir trop tard dans la journée sans tenir compte du coucher du soleil. Ne pas emporter un sifflet, une couverture de survie, une petite lampe frontale. Ces objets pèsent quelques centaines de grammes. Ils peuvent faire la différence entre une nuit inconfortable et une mort par hypothermie. La préparation n'est pas du survivalisme extrême, c'est du bon sens appliqué. Point supplémentaire, la psychologie du survivant. Des études sur les survivants de situations de détresse extrême ont révélé quelque chose d'intéressant. Ce ne sont pas toujours les personnes les plus physiquement aptes qui s'en sortent. Ce sont souvent celles qui maintiennent un état émotionnel stable et un sens de l'humour fonctionnel. Le lieutenant-colonel Dave Grossman, spécialiste de la psychologie du combat, a documenté l'importance des rituels mentaux dans les situations de stress extrême. Chantez mentalement une chanson que vous aimez. Récitez quelque chose par cœur. Faites des calculs simples. Ces activités maintiennent votre cortex préfrontal actif et réduisent l'emprise de la panique sur vos décisions. Un survivant qui garde la tête froide vaut mieux qu'un athlète en pleine panique. Vous arrivez presque à la fin.
Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous prenez votre sécurité au sérieux. Faites une chose maintenant. Abonnez-vous, likez cet article et laissez un commentaire. Posez-moi une question sur la survie en plein air en France. Je réponds personnellement. C'est important pour diffuser ces informations à plus de randonneurs. Le système complet en une image. Reprenons tout dans l'ordre pour que ce soit gravé dans votre mémoire. Vous êtes perdu. La panique monte. Première action, respirez avec la technique des 4 secondes. Reprenez le contrôle de votre cerveau avant de prendre la moindre décision. Deuxième action, ne bougez pas. Trouvez un espace dégagé, préférablement en altitude, visible depuis les airs. Asseyez-vous, restez là. Troisième action, buvez de l'eau si vous avez soif. Pas de rationnement. Votre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Un cerveau fonctionnel prend les bonnes décisions. Un cerveau déshydraté vous tue. Quatrième action, utilisez vos heures de lumière pour vous signaler et construire un abri thermique. Pas pour chercher de la nourriture, pas pour allumer un feu en priorité. Un abri d'abord, le reste ensuite. Cinquième action, restez en altitude. Ne descendez pas vers les rivières. Montez vers les espaces ouverts où les secours peuvent vous voir et vous atteindre. Sixième action, si vous pouvez allumer un feu après avoir construit l'abri, faites-le. C'est un bonus. Ce n'est pas la priorité. Septième action, dormez si vous êtes en sécurité dans votre abri. Votre corps se régénère pendant le sommeil. Vous prendrez de meilleures décisions demain matin. L'attente est plus supportable après du repos. Ce système est cohérent parce que chaque élément soutient les autres. L'immobilité conserve l'énergie pour construire l'abri. L'hydratation maintient le cerveau capable de décisions correctes. L'abri permet de survivre à la nuit. La position en altitude garantit la visibilité pour les secours. Et la maîtrise de la panique rend tout le reste possible.